J'espère sincèrement que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Mais posons-nous franchement la question. Au fond, que cherche réellement l'Algérie et quelle place occupe-t-elle aujourd'hui dans le concert des nations? Est-on face à un pays figé dans des schémas dépassés ou bien confronté à un monde devenu instable, anxiogène et parfois franchement hostile? Faut-il incriminer une gestion maladroite, une direction politique hésitante, ou admettre que l'époque actuelle est marquée par la confusion, la tension permanente et une succession de crises sans répit? Le malaise vient-il d'un rapport compliqué de l'Algérie avec elle-même, avec ses voisins et son environnement régional? Ou bien d'un système international en perpétuelle mutation qui génère lui-même des déséquilibres et des frictions, en particulier pour des États comme l'Algérie qui persistent à défendre des principes, des valeurs et une vision du monde qui ne s'alignent pas toujours sur le courant dominant. Pour répondre à ces questions, je vous ai ramené un ouvrage parce que, vous savez les amis, dans notre opinion, on ne lit pas beaucoup. Et je pense que la grande défaillance et le grand défaut de nos compatriotes, c'est qu'on ne lit pas, notamment depuis l'arrivée massive des réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, on regarde tout et n'importe quoi et on a oublié l'essentiel. C'est que pour comprendre le monde, pour comprendre la vie, pour comprendre certains enjeux, il n'y a pas mieux que la lecture. Des vidéos de 3-4 minutes manipulées par l'intelligence artificielle, balancées par des malades mentaux qui, sur les réseaux sociaux, font croire au monde entier qu'ils connaissent tout, la manipulation, la désinformation, les fake news. Il n'y a pas mieux que les livres pour comprendre la vie, pour avoir des valeurs, pour comprendre la direction que le monde d'aujourd'hui est en train de prendre, et pour avoir des clés de compréhension de l'actualité internationale. Il n'y a pas mieux que les livres. Et il y a certains spécialistes dans le monde qui ne se baladent pas sur les plateaux de télévision, qui ne cherchent pas le buzz, qui ne cherchent pas les sensations, tout ce qui est sensationnel, qui ne cherchent pas à plaire ou à se faire aimer ou à faire l'intéressant ou à gagner forcément de l'argent ou qui ne cherchent pas forcément la notoriété. Et ce sont ces spécialistes-là qu'il faut chercher, parce que la vérité est souvent chez eux. Pourquoi elle est chez eux? Parce que eux, ils ont le temps, le recul, la rigueur scientifique et le génie nécessaire, et les outils intellectuels nécessaires pour comprendre la vérité, pour essayer de l'expliquer et de la proposer à l'opinion publique. Aujourd'hui, je vous ai ramené un livre. Ce livre, vous allez le voir à l'écran, c'est un ouvrage collectif qui s'appelle Ramsès 2026. Ramsès 2026, c'est un ouvrage collectif auquel ont contribué une dizaine de grands spécialistes des relations internationales. Ce livre, c'est le rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. Le rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. Ce livre, il fait 646 pages. Vous allez me dire, mais Abd, tu n'as pas lu tout ça? La vérité, je n'ai pas encore tout lu. Mais chaque soir, je vous assure, avant de dormir, j'essaie de lire quelques pages de ce livre qui est très précieux. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage collectif qui a été édité par un centre de recherche très respecté ici en France, dans le monde francophone en général et même dans le monde occidental. C'est l'Institut français des relations internationales, qui est un think tank indépendant. Il n'appartient pas à des lobbies financés par des fonds privés, par les milliardaires, les oligarques, les lobbies politiques d'extrême droite ou d'extrême gauche. Non,
C'est vraiment un centre de recherche et de débat indépendant qui se consacre à l'analyse des questions internationales, aux questions des relations internationales et qui regroupe toutes les sensibilités. Il travaille avec tous les chercheurs, qu'ils soient de sensibilité de gauche ou de sensibilité de droite, et surtout avec des chercheurs sérieux, rigoureux, qui ne cherchent pas à imposer leurs idées personnelles ou leur agenda idéologique, mais qui cherchent surtout à comprendre les faits et les dessous du fonctionnement des événements de la géopolitique internationale. Donc, c'est l'Institut français des relations internationales, ce qu'on appelle l'IFRI, qui édite chaque année ce livre-là. 2026, il vient de sortir, Ramsès, rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies. C'est ça la signification du mot Ramsès. Ça n'a rien à voir avec le pharaon Ramsès, que j'aime beaucoup. Il est sous la direction de plusieurs grands professeurs et, dans ce rapport intitulé « Le nouvel échiquier qui gouverne le monde », Europe, ses marges stratégiques, Afrique, le géant empêché, ce sont les 3 thématiques qui ont été abordées au cours de ces 646 pages. Ça veut dire qu'il y a des dizaines d'articles, voire une centaine d'analyses sur l'évolution du monde. Qu'est-ce qui va se passer en Afrique? Quels sont les conflits de demain? Quels sont les conflits d'aujourd'hui qui vont dégénérer? Quels sont les acteurs d'influence de demain? Quelles sont les potentielles mutations politiques et diplomatiques de demain? Comment l'avenir se dessine? Quelles sont les menaces? Quelles sont les perspectives? Quels sont les horizons positifs? Et quels sont les risques majeurs qui menacent l'humanité? Un livre magnifique sur l'Algérie. Il y a un auteur qui n'est pas connu, il fait vraiment très rarement les plateaux de télévision, très rarement. Il s'appelle Jean-François Daguzon. Jean-François Daguzon, vous allez voir sa photo maintenant, il est docteur en droit et en sciences politiques. Il est directeur adjoint à la Fondation pour la recherche stratégique et professeur associé à l'Université Paris-Panthéon. Auparavant, il a travaillé avec d'autres organismes universitaires. Il est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de l'Europe du Sud et des questions de défense. Il était professeur à l'École de commerce de Toulouse, à Ramonville, et il était conseiller technique au Centre d'études et de prospective de Paris durant les années 80. Il est docteur en droit et en sciences politiques depuis le milieu des années 80. Ce n'est pas un intellectuel médiatique. Il fait quelques apparitions, mais sur des médias spécifiques, genre France Culture, Radio France, France Culture, ou plutôt France 5. Ce sont des émissions très élitistes. Ce n'est pas un populiste. Vous n'allez pas le voir sur CNews, ni dans le journal du dimanche, ni dans des journaux trop dans l'idéologie. Lui, il est dans l'explication. Lui, il est dans la pédagogie. Il n'est pas dans l'idéologie. Et ce monsieur a écrit, dans cet ouvrage collectif de plus de 600 pages, tout un chapitre consacré à l'Algérie. Ce chapitre consacré à l'Algérie porte un titre. Rien que le titre donne envie de lire. Que veut l'Algérie? Que veut l'Algérie? Avec un point d'interrogation. Vous allez voir le texte qui va défiler à mes côtés. Pour une fois, il y a un spécialiste qui ne donne pas de réponse avant de se poser la question. Généralement, quand on parle de l'Algérie, tout le monde juge. Il y a les partisans du régime algérien qui nous disent que le régime algérien, c'est le plus fort, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est mieux que Fidel Castro. Et tout le monde, l'Algérie, c'est la Mecque des révolutionnaires, le discours des turiféraires, et ceux qui ne collent pas à la réalité. Où vous avez, généralement, les adversaires de l'Algérie. Ah, l'Algérie, c'est un pays pourri, c'est un pays de malheur, c'est un pays dangereux, c'est un pays arriéré. On a toujours été pris en otage entre ces deux visions manichéennes. Vision manichéenne, c'est-à-dire ou le bien
ou le mal. Il n'y a pas eu de troisième voie. Or, il y a une troisième voie. Il y a des chercheurs sérieux, des universitaires qui ne jugent pas, qui essayent de comprendre, qui évaluent au lieu de juger. Que veut l'Algérie ? Alors, l'auteur, dans cet article, Jean-François Daguzon, dit que la politique étrangère de l'Algérie est à la recherche d'un nouveau souffle. L'Algérie moderne, je lis, a 63 ans d'existence. Le pays a d'abord développé une politique étrangère exceptionnelle au regard de son poids. De guerre civile en période de léthargie, cette politique, figée dans l'image d'un passé révolu, semble faire du surplace alors que le monde redistribue les cartes stratégiques à marche forcée. Donc il va nous expliquer, sur ces 6 pages très bien écrites, avec des dates, avec des faits, etc., le problème de l'Algérie, et j'ai trouvé vraiment cette lecture très lucide, sans jugement de valeur, sans être très négatif, c'est qu'il dit que l'Algérie a une grande histoire. C'est un grand pays. Ça ne peut être qu'un grand pays. Mais malheureusement, il a des dirigeants qui font du surplace parce qu'ils ne s'adaptent pas aux évolutions du monde. Le monde redistribue ses cartes stratégiques à marche forcée, alors que les dirigeants algériens sont toujours figés dans une certaine vision arriérée du monde. Je vous lis quelques passages. Par exemple, quand il parle de l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, le 12 décembre 2019. Abdelmadjid Tebboune devient président de la République algérienne. Son élection clôture la période de trouble qui a prévalu de la destitution de Bouteflika à la mort du général Gaïd Salah, ancien homme fort du régime. Le nouveau chef d'état-major des armées, Saïd Chengria, redessine avec le président la nouvelle architecture du pouvoir. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum le 1er novembre 2020. Pour retrouver une visibilité extérieure face à un environnement chamboulé, l'Algérie se replie sur ses fondamentaux. Avec les superpuissances, l'Algérie poursuit plutôt son jeu d'équilibre. Échanges économiques renforcés avec Pékin, coopération antiterroriste avec Washington, avec qui un nouvel accord est signé le 22 janvier 2025, relations méfiantes avec l'Union européenne, achat d'armes massifs à la Russie, échanges économiques. Elle s'attache également à relancer son influence sur les organisations internationales comme la Ligue arabe ou l'Union africaine. Mais les dissensions sont profondes avec la première et son influence a baissé dans la seconde. Les résultats pour les Algériens sont-ils donc à la hauteur? Comment ils se posent des questions? Il commence bien, il donne des points positifs pour l'Algérie, il explique les atouts du pays. Ensuite, il explique pourquoi ça ne marche pas en ce moment. Pourquoi ça ne marche pas en ce moment? Parce que l'Algérie n'a pas su apaiser les tensions qu'elle a créées avec son entourage direct, notamment au sein du Maghreb et au sein du Sahel. Par exemple, sur le Sahel a toujours été perçu par Alger comme une arrière-cour à surveiller, sinon à contrôler. La variable des groupes terroristes pesant également lourd. En dépit du départ de la France, Alger a dû déchanter sur sa capacité à agir sur cette zone complexe. Les relations avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont devenues exécrables, et l'armée russe et ses milices semblent faire peu de cas de l'allié algérien. En Libye, Alger a déployé ses efforts pour bloquer l'influence du Maroc, ce dernier soutenant le maréchal Haftar. Alger soutient le gouvernement officiel de Tripoli. L'inquiétude algérienne touche bien sûr au risque d'infiltration des groupes djihadistes. L'image de l'attentat d'In Amenas en janvier 2013, c'est la fameuse prise d'otage de Tigan Tourine, l'un des plus importants sites gaziers qui a provoqué beaucoup de dégâts pour l'Algérie, notamment pour son économie. Voilà ce que je disais dans mes émissions pendant 3-4 ans. Ce spécialiste l'a résumé rapidement. C'est qu'au lieu de construire des alliances larges, on a construit une alliance qu'avec la Tunisie, qui n'est pas le pays le plus stratégique. Le pays stratégique dans le Maghreb, c'est d'abord la Libye.
C'est dans la Libye qu'il fallait trouver des solutions et s'entendre avec toutes les factions, comme le font les Russes, les Marocains, les Turcs, les Qataris et les autres. Et le Sahel, le plus important pour l'Algérie, ce sont les pays du Sahel. Nous, le départ de la France normalement, quand la France a quitté le Sahel, le gendarme de la région aurait dû être l'Algérie. C'est l'Algérie, avec sa force, avec son histoire, avec ses liens stratégiques avec ces pays-là. Elle aurait dû être le grand frère qui devait accompagner ces pays-là. Et, malheureusement, avec un comportement turbulent, agressif, brutal, méprisant, eh bien, elle s'est mise à dos les pays du Sahel. Et ça nous a isolés. C'est-à-dire que le Sahel, qui doit être l'arrière-cour de l'Algérie, est devenu le bastion des adversaires de l'Algérie. Ce qui a permis au Maroc, à la Russie, à la Turquie, à d'autres puissances régionales de s'infiltrer dans cette brèche et de combler le vide et l'absence laissés par la France au départ, mais aussi concédés par l'Algérie. C'est l'analyse, elle est très très intéressante. Par exemple, quand on parle des BRICS, il rappelle la candidature rejetée de l'Algérie par les BRICS en 2023, alors que le sommet de Johannesburg a accueilli 6 autres pays: l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite, l'Argentine et l'Iran. En septembre 2024, le gouvernement algérien invoque le flou des processus de sélection, faisant part de sa renonciation définitive. Le différend viendrait au-delà des réticences de l'Inde, de l'arrivée des Émirats arabes unis, avec lesquels l'Algérie est à couteau tiré. Les Émirats seraient, selon Alger, trop proches du Maroc, du maréchal Haftar en Libye et de la junte malienne. Regardez la connerie que Tebboune a faite. On a tenté, on a échoué avec les BRICS. D'accord. Pourquoi on a échoué avec les BRICS ? Parce qu'on n'a pas réussi à les séduire. Ils ont préféré l'Égypte, etc. Nous, au lieu de faire du forcing, au lieu de faire du lobbying, alors qu'on avait donné plus d'1 milliard de dollars à la banque des BRICS. En juillet 2023, rappelez-vous, Tebboune a signé un chèque de plus d'1 milliard de dollars à la banque des BRICS. Ils ne nous ont pas acceptés. Un mois plus tard, ils ne nous ont pas acceptés lors du fameux sommet d'août 2023, au cours duquel le chef de la diplomatie russe a dit « Nous avons choisi les pays les plus influents », laissant entendre que l'Algérie n'était pas un pays influent, ce qui a blessé les dirigeants algériens à juste titre. Ça blesse, mais toi, à cause des Émirats, tu vas tourner le dos aux BRICS? Comment un État, l'Algérie, qui fait 1000 fois la taille des Émirats, a calculé sa politique, a calculé sa réaction et son attitude vis-à-vis des BRICS à cause des Émirats? Parce que les BRICS ont accepté les Émirats, l'Algérie renonce aux BRICS. Donc, parce que les Émirats font partie de la FIFA, on ne va pas jouer au football. On va se retirer de la FIFA. C'est du n'importe quoi. Ça a été des erreurs stratégiques que ni aucun président algérien avant lui n'aurait pu commettre. On a échoué lors du premier test. Il fallait faire du lobbying, insister, etc. pour trouver une place et pour réussir un autre partenariat. C'est parce que les Émirats ont été pris que nous, on doit leur céder la place, concéder la défaite et partir, en dépit des dénégations algériennes. Je cite toujours l'auteur de cette analyse. Cette renonciation à son objectif doit être considérée comme un échec pour la politique extérieure d'Alger. Son entrée aurait pu marquer son retour dans la cour des grands du Sud global. Cet échec, ou ce repli, doit être mis en perspective avec le camouflet subi le 15 février 2025 à l'Union africaine, où Alger n'a pas pu gagner la majorité des 2/3 pour retrouver un siège de membre du Conseil de paix et de sécurité. Par la suite, Alger a pu le récupérer plus tard. L'analyse de l'auteur n'a pas été actualisée, puisque Selma Malika Haddadi a été élue plus tard, mais avec beaucoup de difficultés. Cela démontre que quand on est replié sur soi-même, quand on est en train de voir le monde avec la même vision des années 70, alors que le monde a évolué, Tebboune a voulu diriger l'Algérie
comme si c'était les années 70, alors que ce sont les années 2020 et quelques. Quand tu diriges le monde durant les années 2025, 2023, 2021, avec la même stratégie, les mêmes valeurs, le même comportement que durant les années 70, tu ne peux qu'échouer. C'est comme si demain, un père de famille faisait un enfant en 2025, mais voulait élever son enfant comme lui, son père, l'a élevé dans les années 70. Le monde des années 70, le monde des années 2020-2025 n'est pas le même. C'est un monde complètement différent. Les rapports à l'humain ont changé. Le rapport à la réalité a changé. Donc, les pays sont comme les êtres humains. Ils grandissent, ils mûrissent, ils changent avec le monde. Les pays qui ne mûrissent pas, qui ne grandissent pas, qui n'évoluent pas, ce sont les pays qui risquent d'avoir des crises systémiques et des crises structurelles. Le passage le plus intéressant de cette analyse sur la France, le bouc émissaire permanent, est vraiment un passage très intéressant pour Alger. Je lis l'auteur. Pour Alger, j'ai persisté sur ce plus petit dénominateur commun de consensus d'une classe politique sans cohésion, qui n'a rien d'avenir à proposer et ressasse donc le passé colonial. Tous les présidents français se sont heurtés à ces revendications mémorielles et aux inépuisables exigences d'Alger sur le plan économique. Alger diversifie pour marginaliser l'empreinte française vers l'Italie d'une part, mais aussi vers la Chine et la Turquie, en dépit de sa relation intime avec l'islam politique. Et quand la question française rejoint la question marocaine, comme avec la dernière déclaration française sur le Sahara occidental, la situation devient explosive à Alger. Donc nous, d'un côté, on dit qu'on n'a plus besoin de la France, on veut aller vers d'autres pays, mais quand la France soutient le Maroc, on devient irritable, on s'irrite, on s'énerve, etc. Donc, c'est contradictoire. Si tu n'as pas besoin de la France, alors pourquoi tu enclenches un conflit avec la France parce qu'elle est proche du Maroc? Tu tournes la page et tu te rapproches d'autres pays, d'autres partenaires. Il y a plein de contradictions. L'auteur analyse aussi le problème entre l'Algérie et le Maroc, ce qui est un passage très très intéressant encore une fois. Au-delà de l'agitation actuelle, que peut-il se passer? L'Algérie liquide, avec implication, les traces culturelles de la présence française sur place et multiplie les avancées. Mais une rupture définitive est possible ou souhaitable avec Paris. On se pose la question vis-à-vis du Maroc. L'Algérie se surarme au prorata de ses considérables revenus en hydrocarbures, mais en début du différentiel quantitatif, en quelques années, l'armée algérienne est devenue la plus puissante d'Afrique. Et le gouvernement a adopté, en avril 2025, un décret facilitant la mobilisation. Est-elle prête à un conflit incertain à moyen terme? Ces positions, à la fois diplomatiques et militaires, semblent mener à une impasse. Semblons mener à une impasse, parce que jusqu'à quand tu vas faire la guerre à ton voisin? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va menacer les Marocains et les Marocains vont nous menacer? À un moment donné, tu as une diplomatie, tu négocies un accord, tu proposes des solutions. S'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que le problème n'existe pas. Donc, cette situation est dans l'impasse. On va dépenser des milliards, 10 milliards, en achetant des armes. Et après, ça ne réglera pas le problème. Et là, le passage le plus intéressant. Franchement, lisez cela et relisez cela. Si l'on regarde les produits intérieurs bruts par habitant respectifs de la Corée du Sud et de l'Algérie, ils sont quasi similaires jusqu'en 1990. En 2023,
Il est de 33 893 € en Corée du Sud et de 4 983 € en Algérie. Pourtant, l'Algérie est l'un des exportateurs majeurs de gaz naturel. Comparaison n'est pas raison, mais rester figé sur un modèle obsolète de développement amène des conséquences dans tous les domaines. C'est un exemple important à comprendre. Est-ce que vous savez qu'il a raison de le dire, cet expert? En 1990, avant la décennie noire, une année avant les événements de la décennie noire, l'Algérie et la Corée du Sud avaient le même niveau de vie. Les Algériens avaient pratiquement autant d'argent que les Sud-Coréens. La Corée du Sud, le pays de Samsung, de Hyundai, de Daewoo, de Kia, on était pratiquement au même niveau de richesse. En 2023, c'est-à-dire 33 ans plus tard, la Corée du Sud est pratiquement 8 à 9 fois plus riche que l'Algérie. Alors qu'eux n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz et que nous avons énormément de richesses. Et pourquoi? Quelle est la leçon de cette comparaison? C'est que les dirigeants algériens ont adopté le même modèle de gestion du pays depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, alors que la Corée du Sud s'est adaptée aux mutations du monde. Elle a fait des réformes, elle s'est démocratisée, parce qu'avant, c'était des militaires. Ils se sont démocratisés, ils ont accepté la liberté d'expression, ils ont changé leur économie, ils ont fait des réformes, ils se sont ouverts au monde, ils ont accueilli des investissements étrangers. Regarde, la fin est très intéressante. Le monde et ses codes ont changé. Les hiérarchies ont été bousculées. Les pays du Golfe et la Turquie sont devenus des acteurs majeurs quand l'Algérie faisait du surplace. Les États-Unis se tournent vers l'Asie. La Chine se veut globale. Pour remettre l'Algérie au niveau des acteurs qui comptent, il lui faut innover et se libérer des fantômes du passé. Innover et se libérer des fantômes du passé. Ça, c'est vraiment important. Mais je pense pas que Tebboune à 80 ans ou Tchengria à 80 ans puissent comprendre ces vérités ou ces constats-là. Tant qu'on n'innove pas, tant qu'on ne fait pas comme la Corée du Sud qui a innové et qui s'est libérée de son passé, parce que la Corée du Sud a connu une guerre pire que ce qu'on appelle la décennie noire. La Corée du Sud des années 50 a vécu une guerre où le pays s'est divisé en deux. Aujourd'hui, la Corée du Sud est ce que l'on connaît. Le pays de Samsung, encore une fois, de l'intelligence artificielle, de la modernité et des usines robotisées. Quant à l'Algérie, on parle toujours des fantômes du passé, de la guerre, de la théorie du complot, de la main extérieure, de l'intelligence avec des puissances étrangères, etc. Jusqu'à quand ça va durer? C'est malheureusement un immense gâchis.